Bonjour et bienvenue à Destination Pêche. Eh bien cette semaine nous partons pour la frontière franco-italienne, pour une rivière, la Roya, qui prend sa source en France, à Tende, et qui, caprice des frontières, termine sa course 60 km plus loin et 800 mètres plus bas, à Ventimiglia, en Italie. Les pêcheurs de Tende bénéficient depuis 1617 d'un privilège, celui de pêcher la truite, leur truite, mais celles-ci ont fait de la Roya un domaine sans exclusive, tantôt truite de torrent ou de rivière, tantôt truite de mer. Elles aiment bien taquiner les pêcheurs, qu'ils soient français ou italiens. Regardez, voici la Roya, truite sans frontières, c'est un reportage signé Hubert Roy. Oui, nous sommes en Italie. À Ventimiglia. Marco, Poi, sei? hai sentito qualcosa? Au bout d'une rivière, au départ française. Et les poissons sont nombreux. Déjà mélangés entre ceux de la rivière et ceux de la mer. La Roya, Ci danno i cavedani almeno. c'est le nom de cette rivière, c'est aussi ça. Et Luigi Stuani, président, et Marco Martini taquinent le poisson de l'estuaire comme leurs 40 collègues du club Pescator Mosca, club pêche à la mouche de Ventimiglia. Ti vedono? Alors on discute. Li vedi? On parle de la rivière Io davanti ne ho un mucchio, et ma de ses caches. difficile che mangi. Le poisson est là, Sul fondo, les mouches aussi. L'erba. È difficile qua. Mais voilà, Niente da fare? à Ventimiglia comme partout, c'est la patience qui fait loi. On est dans l'estuaire de la Roya. On va pêcher plusieurs poissons. On va pêcher des poissons de rivière et des poissons de mer. La truite, c'est un poisson de rivière qui descend vers la mer et va rester un peu de temps dans la mer. Et de temps en temps, elle rentre dans la rivière et nous, on vient là-bas et avec la mouche, on cherche de la pêcher et ça devient des truites de mer. C'est des truites qui de temps en temps arrivent jusqu'à 0,50 kg, 1 kg. C'est des beaux poissons. On pêche aussi des ombres. Les ombres, en ce moment, c'est défendu de les pêcher parce que ça fait 4-5 ans, ils étaient presque disparus. Alors ils ont interdit de les pêcher et en ce moment, on les pêche, il y en a beaucoup, mais on n'a pas le droit de les garder, on doit les relâcher. Ça devient pour nous, pour la pêche à la mouche, un poisson de sport. Après, on peut pêcher encore des chevennes et on peut pêcher des poissons de mer, c'est les loups de mer que de temps en temps dans l'estuaire, exclusivement, on va chercher de pêcher avec des streamers, avec la mouche, et voir si c'est possible de pêcher même ces poissons de mer. Mais d'où vient cette rivière française et italienne à la fois? Jaillie 50 km plus haut quelque part du côté du col de Tende, elle a connu sur ses rives de nombreux changements de propriétaires. La fière capitale de son pays, Tende, ayant appartenu successivement aux comtes de Ventimiglia, et revoilà Ventimiglia, à ceux de Provence, à la Maison de Savoie, à la France, au Piémont et de nouveau à la France en 1947. Une histoire mouvementée donc qui a laissé ses traces même dans la pêche. La Roya, c'est ça. Enfin, à Tende en tout cas. Ce droit de pêche tendasque est un droit qui appartenait à partir de 1100 aux familles tendasques. Il était classé dans les us et coutumes, on appelait ça les us et coutumes à l'époque. Les seigneurs de Tende avaient reconnu aux familles tendasques des privilèges, surtout concernant la pêche. Ce privilège permettait d'autoriser chaque propriétaire de terrain à pêcher devant chez lui, et ainsi la réciprocité était accordée à chacun des riverains, et c'était ainsi institué un droit de pêche sur l'ensemble de la commune. En 1972, la Fédération française envoyait ici, sur la commune de Tende, un pêcheur
qui est venu pêcher au vu de tout le monde. Il est venu, il était en règle avec la Fédération française de pêche, puisqu'il avait sa carte de pêche, mais il n'était pas en règle avec la société de pêche locale, puisqu'il n'avait pas la carte locale. Ce monsieur a été bien sûr verbalisé par le garde champêtre. Il y a eu un premier procès qui est passé à Menton, un tribunal de police. Ce monsieur a été condamné à 50 francs d'amende. La Fédération française de pêche a fait appel pour lui à Aix-en-Provence. Ça a été confirmé, il a dû payer 30 francs d'amende et c'est monté jusqu'en cassation à Paris. Et la Cour de cassation a confirmé le traité de paix de 1947 et ainsi que le rescrit royal du 16 juillet 1617. Aujourd'hui, partiellement domptée par quelques ouvrages hydroélectriques, la Roya change souvent de régime. On l'appelle ici la maigre, lorsqu'il n'en reste plus qu'un débit réservé, ou la grosse, lorsqu'elle reprend son débit et son lit. Multiple et variée, coulant entre des roches aux couleurs et aux formes différentes, la Roya, c'est ça. Mais pour comprendre une rivière, pour la vivre de l'intérieur, il faut, comme à Vintimille, y pêcher. Et notre guide pour la descendre est Jean-Paul Roudil, venu de Nice toute proche. Président moucheur, prédateur tous azimuts, vrai pêcheur quoi. J'ai commencé de toute façon à pêcher tout petit, puis j'ai évolué donc tout seul, je me suis fait tout seul, à toutes les techniques de pêche confondues. La somme des expériences vécues fait que je fais partie quelque part et je fais corps avec la rivière. Je suis comme son élément. Je suis un peu comme l'eau qui coule, mais moi à l'envers, c'est-à-dire dans l'autre sens. Et je vois une rivière, j'ai même pas à me poser une question où est le poisson. Mes yeux, ils vont de suite où le poisson se tient. On appelle ça le sens de l'eau. Voilà. Ça c'est l'expérience, mais je pense que c'est aussi inné, c'est dans soi. Hein, chacun a son truc. Moi, je pense que c'est celui-là. Et je vois une rivière. Je sais exactement où le poisson est et où il faut que je mette l'appât pour pouvoir sortir le poisson, quoi. Et en ayant le sens de l'eau, c'est le sens de la nature, de l'environnement. Et en fonction du temps, du vent, du climat, des pierres, du biotope de la rivière, je sais à quoi il faut pêcher, immédiatement, et comment il faut pêcher. Il y a des coins que j'affectionne plus particulièrement parce que je connais bien le coin, je connais bien mes pierres, comme on dit, un pêcheur, ses coups, on connaît ses coups. J'affectionne aussi bien un parcours sur tende alors, on appelle ça les ardoises. C'est un coin où il y a beaucoup de pierres. Beaucoup de pierres avec des zones très peu d'eau, mais beaucoup de pierres avec des gravières. Et là, le poisson évolue bien, et le poisson s'y tient, il y a du beau poisson. Donc là, je peux pêcher quand les eaux sont assez basses, comme à ce moment, à la mouche, donc c'est un régal. Et j'aime bien pêcher aussi là au Véron Magnier parce que le coin s'y prête. On peut évoluer là-dedans à cette technique de pêche très facilement et c'était un plaisir des yeux, un plaisir aussi de technique de pêche. Et c'est facile de pêcher au Véron quand il y a des pierres. Parce que je pêche à dandinette, je fais dandiner le Véron, il y aura des pierres. Ça imite un Véron malade. Ce qui fait la nage, c'est le casque qui alourdit le Véron au moment de la descente. Avec moi, je fais des tirettes entre la main sur la poignée de la canne et le fil sur la main gauche. Je fais des mouvements comme ça, saccadés, ce qui fait que le Véron, il fait comme mort. Et la truite, là, je crois que c'est un alevin qui lui échappe. Et quand elle a faim, elle est ça dessus. Je sens que toutes les conditions favorables sont avec moi. Et ça me monte, ça fait comme une pression en moi. Et c'est comme un fauve qu'on lâche
Voilà, c'est pareil, et là je me sens très fort. Voilà. Et j'ai le mental à fond. Et là je dis, bon, lui, ce poisson, il est devenu gros, il a vieilli, comme moi, il a combattu toutes les conditions climatiques, il a combattu des pêcheurs, il s'est fait attraper, remettre à l'eau, il a de l'expérience, donc il va falloir que je mette encore plus de volonté à l'attraper, et toutes les techniques, tous les secrets que j'ai en moi, parce qu'on a plein de secrets en pêcheur. Et là, bon, je mets sur le moment ce que je pense immédiatement, le leurre qu'il faut, l'approche, la technique de pêche, de lancer, pour essayer de leurrer le poisson immédiatement. Oh, c'est beau! Et là, bon, j'ai la pression aussi, je suis chaud, comme je dis. Et bon, le poisson, en règle générale, il vient. Voilà, je l'attrape et alors après, bon... Il y a un moment à partager qui est fort avec le poisson, mais le plus fort d'un pêcheur, c'est voir le poisson, c'est l'attaquer, hein, le chasser, presque plus de pêche que le chasse. Et au moment où il prend la part, presque ce désir-là, déjà, il commence à s'effacer. Soudain, c'est l'incroyable et l'impitoyable saga des truites, juste sous nos yeux, dans la réserve proche de Saorge. La Roya, c'est aussi ça. Beau poisson, il fait 45, hein. C'est plus, ça fait 45. Poisson qui fait pas loin du 1 kg. C'est fou. Ouais, elle est de mesure, hein. Elle est de mesure. Elle avait ça dans la gueule. Tout ça, elle avait dans la gueule. C'est fou. Elle est morte. Je l'ai touchée, je l'avais, mais c'est tellement... On a assisté à une chose exceptionnelle, c'est qu'on a vu une truite qui faisait à peu près le kilo, hein, une belle truite sauvage de souche, qui venait d'Ingamé attraper une truite qui fait 23-24 cm, donc plus que la maille, hein, un super poisson. Donc la truite, en ingurgitant toujours par la tête, elle prend sur le côté, le poisson d'abord, puis elle le tourne, met dans sa tête. Puis elle avale comme ça. Et là, on était dans une période d'étouffement parce que la truite ne pouvait plus l'avaler. Ça a étouffé et ça a empêché de respirer au niveau des branchies. Ce qui fait que j'ai voulu la sauver parce que je voyais qu'elle allait s'asphyxier. Et puis, quand j'ai voulu l'attraper, elle a fait comme une impulsion et elle a recraché le poisson. Alors, peut-être qu'elle aurait avalé, mais on ne sait pas. L'histoire ne nous dira jamais. Ah, il y en a une. Il y en a une qui mange. Elle a lâché. Là, il y a eu une attaque de truite. Mais elle a lâché, elle a donné un coup franc dedans. D'ailleurs, on voit les marques des dents sur le verre. Des marques assez espacées qui prouvent que c'était un beau poisson. Mais comme il y a le courant, elles le prennent juste sur le bord. Ils ont du mal à se piquer. Ça, c'est la preuve qu'il y avait une belle truite qui était au bout. On va recommencer. Ben, en tant que pêcheur, il faut accepter toutes les conditions de pêche ou même voir des capots. Parce que ça fait partie de la pêche aussi. Il faut être sensé et se dire, bon, aujourd'hui, le poisson n'est pas dehors. Ben, même si je lutte, tant pis, je lutte parce que j'y crois, mais bon, le poisson ne sort pas, il ne sort pas. Hein. C'est une zone où je pêche essentiellement la mouche et beaucoup de pêcheurs aussi pêchent la mouche dans ce coin.
Parce que c'est une zone à débit réservé, c'est-à-dire, bon, avec les barrages, il y a toujours très peu d'eau, et ce qui favorise quand même une prolifération de certaines algues, hein, parce qu'il y a un réchauffement des eaux. Dans ces algues, dans ces mousses, il y a beaucoup d'insectes, comme les chironomes, ce sont des minuscules mouches, hein, très petites, donc les truites se nourrissent en quantité. Avec le soleil, ils vont peut-être sortir. Avec ses mecs, ses grosses, ses rochers, ses cascades, avec ses gorges, avec ses plats, ses grandes gravières, avec, en montant d'altitude, on a la végétation qui change, d'où les insectes qui changent en fonction du climat, de la température extérieure, ce qui fait que c'est une rivière qui est très riche et très diverse. Et c'est ce que j'affectionne parce que là, je suis dans la Roya, à 200-300 d'altitude, je fais 30 km, je suis à 800 d'altitude, c'est toujours la Roya et elle a d'autres faces. La Roya, c'est ça. Provare di là nella corrente, a vedere di là, dalla parte di là. Proviamo di là? Di là a vedere se si piglia qualche temolo nella corrente. Si les hommes n'ont jamais réussi à dompter les poissons, ce ne sont pas des animaux domestiques, ils ont par contre réussi à domestiquer les rivières, à les canaliser ou à les barrer pour produire de l'énergie ou stocker de l'eau. Quelles sont les obligations de celui qui limite ainsi le débit de la rivière? Quelles sont les conséquences sur la vie aquatique? Que dit la loi et comment la faire appliquer? Exemple sur la Roya. Les forces du courant d'un torrent, d'une rivière ou d'une chute d'eau sont utilisées depuis longtemps comme source d'énergie pour entraîner par exemple des turbines qui fabriquent du courant électrique. Cette énergie hydraulique est soit captée directement dans le lit du cours d'eau, c'est-à-dire au fil de l'eau, soit dérivée dans une conduite forcée de manière à en accentuer artificiellement la pente et ainsi à en augmenter la puissance. Dans les deux cas, l'essentiel du débit du cours d'eau est dévié de son lit initial à des fins de production. Il ne reste plus en circulation dans la rivière court-circuitée que ce qu'on appelle le débit réservé. Un débit réservé, c'est la quantité d'eau que doit laisser tout exploitant d'un ouvrage de prise d'eau en aval de ce barrage pour permettre la vie piscicole ou la vie aquatique plus généralement. Le débit réservé est fixé par la loi. Pour un fleuve comme la Roya, dont le débit moyen est inférieur à 80 mètres cubes par seconde, le débit réservé doit être égal à 1/40e du débit moyen du cours d'eau pour les ouvrages anciens et 1/10e du débit moyen du cours d'eau pour les ouvrages nouveaux ou renouvelés. Ici, sur la haute Roya, l'exploitant c'est EDF dans le cadre de son groupe d'exploitation hydraulique Var-Roya. Dans cette vallée, 5 centrales hydroélectriques ont été construites par le passé. Elles turbinent les eaux donc, de la Roya et de ses affluents comme la Bionia. Sur chaque aménagement comporte en général une prise d'eau, une galerie, des conduites forcées et puis une usine où sont turbinées les eaux pour produire l'électricité. Le débit réservé se situe dès le pied de l'ouvrage. Ça peut être un dispositif de franchissement, tel que ce que nous voyons ici, une passe à poisson, qui permet de laisser passer le débit réservé, ou tout dispositif qu'on appelle hydraulique, qui est soit une vanne et un orifice dans la vanne, soit un autre dispositif de génie civil qui a été réalisé au travers du barrage pour laisser passer ce débit réservé. Souvent, un aménagement hydroélectrique court-circuite un tronçon de cours d'eau sur lequel il est implanté. Le débit réservé, c'est le débit minimal qu'il faut laisser dans le tronçon court-circuité pour garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant le cours d'eau. L'incidence sur la pêche du débit réservé est une diminution de l'habitat qu'offre la masse d'eau. Donc des habitats qui sont offerts à la fois aux larves d'insectes qui vont servir de nourriture aux poissons et aux poissons eux-mêmes.
Bon, pour toutes les raisons que l'on a invoquées, la circulation, la reproduction et les zones de nourriture. Si la maison était plus grande, on aurait le nombre d'habitants que la rivière pourrait contenir. Alors, qui contrôle ce débit réservé? Bien, le contrôle s'effectue chez nous de deux façons différentes. D'abord localement, par des contrôles visuels, consistant simplement à vérifier que l'orifice calibré donnant le débit réservé n'est pas obturé par une branche ou un autre corps quelconque. Alors ce contrôle est fait par un agent de la vallée qui effectue hebdomadairement une tournée des installations et qui dispose également à la centrale de Saint-Dalmas de Tende d'un système de télésurveillance permettant de visualiser à tout instant ce débit réservé. On effectue également un deuxième type de contrôle qui est une mesure du débit réservé. Ce contrôle est effectué quelques fois dans l'année par une équipe technique basée à Nice et disposant du matériel nécessaire. D'autre part, nous sommes soumis à un contrôle par la DDAF et par le Conseil supérieur de la pêche. La loi de 1984, dite loi pêche, a mis en place cette notion de qualitatif au niveau des débits réservés, alors qu'auparavant, il n'y avait qu'une notion de quantitatif à la fois pour la production d'hydroélectricité et pour la quantité d'eau qui était laissée en aval des ouvrages. Pour respecter les impératifs de production et les exigences de la vie aquatique, le débit réservé n'est plus seulement une notion. Légal mais fragile, et donc perfectible, il existe. Et avec lui l'engagement au respect de tous les usages de l'eau. Les deux pieds dans la rivière, résistants au courant, une canne coincée sous le bras, un fil dans la main, les mouches dans une boîte, un poisson qui vous nargue et vite un nœud à faire. Eh bien, parce que le pêcheur n'a pas 3 mains, 12 doigts et 4 yeux, le truc de la semaine est indispensable. Regardez. Je vais vous présenter un petit astuce à moi qui demande pas mal de dextérité et surtout beaucoup de pratique. Mais une fois qu'on a compris, après, ça va. L'astuce, c'est qu'un pêcheur, souvent, il pêche avec 2 mouches. C'est-à-dire, il pêche avec en pointe une nymphe ou une émergente et en potent, ce qu'on appelle une sèche, qui permet de guider la nymphe, savoir où elle est. Mais en même temps, on pêche en sèche, c'est-à-dire on peut avoir double chance au niveau de la prise du poisson. Le problème, c'est les potences. La potence, il faut que ce soit le fil par rapport à l'axe de la ligne en amont. Et souvent, le pêcheur, il a du mal à faire cette potence, ou difficilement. Alors, il la prépare à la maison, ou il va mettre un temps fou pour la faire. Parce que souvent, ça se passe, cette pêche, au coup du soir. Même des fois, on pêche avec deux mouches sèches, et le coup du soir, ça va très vite, parce que la nuit tombe, on n'y voit pas trop, et on fait un peu n'importe quoi. Et cette astuce-là fait que, bon, j'ai trouvé au fur des ans, comme ça, qu'on peut le faire même la nuit, même les yeux fermés. Donc, mon astuce, je prends les 2 fils comme ça, je tourne avec ces 2 doigts, je fais une boucle, je tourne 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je tire mes fils. Et la potence est finie. C'est très simple, c'est rapide. Je n'ai plus qu'à couper ce fil. Voilà. Et la potence, comme vous voyez, elle part vraiment sur l'amont. Donc en fonction de la mouche qu'on va mettre, on va couper à peu près 7-8 cm. Voilà. Voilà, une potence parfaite. Un nœud parfait. Et on peut tirer dessus, ça ne bouge pas. Voilà. Vous avez vu que le pêcheur, la mouche comme au cou, il se sert beaucoup des dents ou de la bouche parce qu'on a besoin d'avoir les 2 mains libres. Et quand on est dans l'eau, que l'eau pousse, qu'il y a du courant, la canne gêne. Donc ça nous sert bien, c'est un bon élément pour le pêcheur. C'est essentiel. Voilà. Voilà une super potence. Le nom du département des Alpes-Maritimes associe 2 notions, celle de la montagne et celle de la mer. Et c'est l'eau qui relie ces 2 mondes, l'eau des torrents qui peignent ce relief tourmenté. Et bien à partir de cette idée est né un livre remarquable, c'est L'eau, la vie, l'exemple des Alpes-Maritimes, c'est aux éditions Edisud, et son auteur, Philippe de Beauchamp, décline l'eau autour de 2 thèmes. L'eau sacrée d'abord, celle des baptistères, des bénitiers, des ex-voto, et l'eau profane ensuite. Il montre le travail de la nature, les lacs des glaciers, le parcours sinueux des rivières, et le travail des hommes, les aqueducs, les fontaines, les lavoirs, les moulins et les usines. L'eau devient ainsi le fil conducteur d'une balade et d'une recherche dans les Alpes-Maritimes, de l'art religieux à l'économie et de la géologie à la pêche.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Si vous désirez pêcher dans les Alpes-Maritimes, n'hésitez pas bien sûr, contacter la Fédération départementale de pêche. Au revoir.